Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous Le Raccourci, film radiophonique de Jean Gastaut. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais d'où venez-vous comme ça? Désolé de vous déranger. Nous nous sommes égarés dans la neige. Eh bien, ne restez pas plantés là, vous allez vous geler. Et entrez! Hey, entrez, vite! Merci, monsieur. Pour ma femme, surtout. Oui. Merci. Et entrez, madame. Entrez, vite! Mais vous êtes trempé. Ah, complètement. Épuisé aussi. Ouais. Mais écoutez, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Merci. Tenez, mettez-vous devant le feu, vous serez mieux. Ah, oui, merci. Et vous venez de loin par un temps pareil? Je ne sais pas. 1 kilomètre. Peut-être 2. Avec la nuit et la neige, j'ai pas pu me rendre compte. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Une panne de voiture. Il y a plus de 2 heures. Loin d'ici? Et tout en haut du col. Pas au col? Vous venez du col? Oui. Oui, j'ai d'abord essayé de réparer moi-même et de m'en tirer tout seul. Seulement la tempête est arrivée. J'ai pensé que nous risquions de rester bloqués. Mais il y avait des chances, oui. Nous avons marché tant que nous avons pu. Nous avons sans doute tourné en rond. Nous n'avions pas de point de repère. Mais en pleine montagne, à cette saison, c'est de la folie. C'est un miracle que vous ayez trouvé mon chalet sur votre chemin. Un miracle, oui. Ça, quand nous avons vu votre lumière, nous commencions vraiment à désespérer. Nous avons marché droit vers vous. J'avais l'impression que nous n'y arriverions jamais. Oui, ça aurait bien pu se faire. Excusez-moi, j'ai un peu froid. Enlevez vos chaussures, madame, elles sont humides. Oui. Mais enlevez votre veste aussi. Tenez, mettez cette couverture sur vos épaules. Merci. Je sais pas comment vous remercier, monsieur. Non. Vous nous accueillez comme ça en pleine nuit, sans nous connaître. Je m'appelle Caudrac. Michel Caudrac. Mais très heureux de pouvoir vous rendre service. Mon nom est Mazin, Henri Mazin. Henri Mazin? Oui. Vous êtes Henri Mazin? Mais oui. L'écrivain? Mais oui, c'est moi. Oh, j'aime vos livres, monsieur Mazin. Mais merci. Mais j'espère que vous aimerez aussi mes grogs. J'allais m'en faire un quand vous avez frappé. Si vous voulez profiter de l'occasion. Ah ben je ne dis pas non. Mais vous aussi, madame? Non, je crois qu'elle préférera un peu de thé. Mais non, pourquoi? Un peu d'alcool me fera du bien. Mais c'est que... Comme vous voulez, ma chérie. Vous savez, elle a eu très peur. Mais il y avait de quoi? Ce parcours dans la neige a été un véritable cauchemar. Aussi bien pour moi que pour elle, d'ailleurs. J'ai eu pendant un moment l'impression que nous n'allions jamais en sortir. Je me suis un peu affolé, je l'avoue. Mais je comprends, oui. Alors quand j'ai vu votre lumière... Ah, cette lumière. Aussi longtemps que je vivrai, je m'en souviendrai de cette petite lumière dans la nuit. Il fait bon se sentir à l'abri. Tenez, madame. Buvez. Merci. J'espère que vous n'y avez pas mis trop de rhum. Mais pas plus qu'à nous, tenez. Merci. Eh bien, à votre santé. Et à la vôtre. Où avez-vous laissé votre voiture? En haut du col, sur la route. Et nous avons essayé de la pousser le plus près possible du remblai. Mais à nous deux, hein,
J'espère qu'elle ne gênera pas trop le passage. Ça m'étonnerait beaucoup. Il va tomber au moins 1,50 m de neige d'ici demain matin. Je ne pense pas qu'il y aura foule à cet endroit-là. 1,50 m? Tant que ça? Oh oui, madame, tant que ça. Au col, vous savez, c'est fréquent, surtout avec un temps comme celui-là. Elle voulait rester dans la voiture. Oh, c'était aussi dangereux que de se hasarder dans la montagne. On nous aurait bien retrouvés, non? Sans aucun doute, mais quand? Et dans quel état? Mort? Oh, pas obligatoirement, mais c'est possible. En principe, le chasse-neige dégage la route dès que la tempête est finie. Seulement, il commence de l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire de la vallée. Le temps qu'il arrive en haut, il aurait pu se passer 24 heures. Ah. De toute façon, je suis heureuse d'être tombée chez vous. Je m'y sens bien, en sécurité. Mais tant mieux. En tout état de cause, vous êtes mieux ici qu'à l'extérieur. Quelle heure est-il? Pas loin de minuit. Trop tard pour tenter quelque chose du côté du village? Bien trop tard, oui. Qu'auriez-vous voulu faire? Je ne sais pas, moi. Téléphoner? À qui? Et pourquoi faire? Pour voir si quelqu'un aurait pu venir nous chercher. Vous ne connaissez pas la région, monsieur Kodrak? Ah non, si, justement, très bien. Donc, j'y suis venu à plusieurs reprises, en été. En été, oui, c'est qu'en été, c'est pas tout à fait la même chose. Non, je m'en doute bien. Mais alors... alors, il vous faudra vous faire une raison. Vous êtes bloqué ici chez moi, au moins jusqu'à demain matin. Oh, écoutez, je suis vraiment confus. Non, je vous en prie. Si moi je m'étais égaré dans la tempête et que je viens frapper à votre porte, vous ne m'auriez pas laissé dehors, n'est-ce pas? Oh non, je ne pense pas. Alors n'en parlons plus, hein? Racontez-moi plutôt comment vous allez arriver à emprunter une route aussi incertaine. Il fallait que je sois à Paris le plus tôt possible. Je comprends, mais il y a d'autres itinéraires. Non, mais je les connais. Seulement pour rentrer d'Italie, celui-ci est le plus court. Mais le plus dangereux. Non, les autres routes ne sont pas plus sûres que celle-là, vous savez. L'endroit d'où nous venons s'appelle Santa Costina. Et c'est un petit village à 2000 mètres d'altitude. Si nous n'étions pas passés par ce col, nous aurions été obligés de descendre par Suse. Ouais. Vous connaissez? Ça faisait 40 km de raidillon, une route large comme la main et bordée d'un côté par le précipice et de l'autre par le rocher. Mais celle que vous avez prise ne vaut guère mieux. Oh, mais je la connais davantage. Je vous l'ai dit, je suis déjà venu. En été? Oui, je sais bien. Mais bon, en hiver, c'est pas la même chose. Vous connaissez bien le pays, vous? Oui, assez. Et vous y venez souvent? Mais oui, surtout l'hiver. Et vous vous retirez ici pour écrire, quoi? Oui, entre autres choses. Besoin de solitude. C'est à Paris que je suis seul. Un autre grog? Pourquoi pas, hein? Et vous, madame? Non, merci, je suis très bien assis. Bien. Vous étiez pressé de rentrer? Assez, oui. Je voudrais être à Paris, au plus tard, après-demain matin. Mais ce n'est pas indispensable, nous avons le temps. Mais ma chérie, vous savez bien que... Je ne sais qu'une chose, nous avons le temps de rentrer. Oui, bien sûr. Mais je voudrais pas... Je pense que M. Mazin... Non, moi je ne suis pas en cause. Je crois que l'état de votre voiture décidera seul de la date de votre départ. Non, pas obligatoirement. Si la réparation doit prendre trop de temps, nous rentrerons par le train. Hein? Où puis-je me laver les mains? Mais en sortant d'ici, au bout du couloir, à droite, vous trouverez une porte vitrée. Merci. Alors vraiment, Madame Kodrak, vous ne voulez pas que je vous prépare un grog? Non, je veux que vous me gardiez ici. Je ne veux pas repartir avec lui. Mais que vous arrive-t-il? Je ne veux pas, vous comprenez? Ne me laissez pas repartir avec lui. Vous ne pouvez pas savoir. Il ne faut pas que je reparte. Vous n'avez pas le droit de le laisser m'emmener. Gardez-moi. De gré ou de force, mais gardez-moi. Je ne comprends pas. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Il va revenir. Il me tuerait. Il vous tuerait. Il ne tolérerait pas que quelqu'un soit dans le secret. Mais quel secret? Je ne peux pas le dire. Et vous avez peur de quoi? Peur, c'est ça, oui, j'ai peur. Vous ne pouvez pas comprendre, mais j'ai peur. Mais de quoi? Oh, attention, il vient. Je vous en prie, ne dites rien, je vous en supplie. Votre chalet est très joli, M. Mazin. Il a l'air très confortable. Vous y passez tout l'hiver? Oui, tout l'hiver. Enfin, tout au moins jusqu'à la mi-février. C'est une fabrication locale? Non. Celle-là vient de Norvège. Ah, c'est tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable. Et puis il est très bien décoré, hein. C'est très chaud, c'est très intime. Oui, assez. Ah, vous êtes quand même assez loin du village, hein? Vous avez une voiture? Oui, mais je m'en sers assez peu. Et quand vous êtes bloqué par la neige, comme aujourd'hui, comment faites-vous? Je descends à ski. Je descends, d'ailleurs, toujours à ski, même quand la route est dégagée. Il me faut moins d'un quart d'heure. Mais ce versant-là est plein d'arbres, ça doit être assez impraticable. Je me contente de longer la route. Mais par où passez-vous? Par la vieille Bastide, l'auberge qui est au bout de la forêt, vous connaissez? Ah oui, je connais.
Et j'ai déjà couché à 2 ou 3 reprises. Mais vous n'empruntez pas le chemin le plus court, dites-moi. Mais je sais, mais j'y prends mon courrier en passant. Le facteur le laisse à l'auberge, ça lui évite de monter jusqu'ici. Ça lui fait gagner une bonne demi-heure. Oui, c'est vrai que votre maison est un peu isolée. Mais très, très. Mais si vous arrivez quelque chose... tenez, par exemple, si vous étiez malade en pleine nuit... Ben, j'ai le téléphone. Oui, enfin, la ligne peut être endommagée par le vent ou par l'orage. Ouais, c'est arrivé, mais Dieu merci, je ne suis pas souvent malade. Ah, j'ai l'impression que d'ici, on pourrait crier à plein poumon, personne ne vous entendrait. Ben, absolument personne. Et cette solitude ne vous pèse pas? Mais je crois vous avoir déjà répondu. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour en revenir à mon idée, je pensais qu'en passant par la cluse des Mauriennes pour aller au village, le chemin est quand même plus court, non? Ah oui, par le petit pont. Oui? Oui, avant je descendais toujours par là. C'est extrêmement accidenté. Vous connaissez bien la région, il me semble. Oui, en été. En été. Je la connais qu'en été. Hein? Vous me l'avez déjà fait remarquer tout à l'heure. Mais sans avoir votre science de la montagne en hiver, je m'y repère également très bien, vous savez. Sauf la nuit. Écoutez, j'avais tous les éléments contre moi, convenez-en. Mais j'en conviens. Mais il est tard maintenant, je pense que vous devez avoir envie de dormir un peu après toutes les émotions que vous avez eues. Ah mon Dieu. Tenez, vous avez une chambre au premier étage. Le lit est fait. J'avoue qu'un peu de sommeil me fait un peu... vous remettra d'aplomb, j'en suis persuadé. Cette course dans la tempête vous a sûrement éprouvé. Un peu essoufflé peut-être. Et manque d'entraînement. Puis la cigarette. Ah, c'est ça, la cigarette. Il est difficile de courir dans la neige quand on n'en a pas l'habitude et puis quand on pèse un peu lourd. Ah bon, parce que le poids, il fait quelque chose. Vous avez dû vous en rendre compte pour arriver jusqu'ici. Mais comment ça m'en rendre compte? Madame Caudrac devait aller plus vite que vous. Ah, sur les 100 derniers mètres, j'en conviens. Quand nous avons vu votre lumière, elle s'est littéralement envolée. Mais jusque-là, je l'avais pour ainsi dire porté tout le long. Hein. Vous m'aviez porté? Non, je vous avais porté, ma chérie, mais oui. Il n'y a vraiment pas de honte à avoir. Le vent était tellement fort, il vous aura arraché du sol. Vous ne m'avez pas porté. Vous savez très bien que vous ne m'avez pas porté. Vous dites cela. Je ne sais pas pourquoi vous dites cela. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, il est très difficile de marcher dans la neige. Et très. Montez-vous vous coucher, Evelyne? Non, je voudrais profiter encore un peu de ce beau feu de bois. Mais comme vous voudrez. Mais ne tordez pas trop. Faites à bout de force, ma chérie. Mais suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Pardon. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut que cet homme-là m'aide. Il le faut. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. J'espère que votre mari va bien dormir. Voulez-vous boire quelque chose? Cette fois-ci, oui, volontiers. Un grog? Si vous voulez. Merci. Vous faites du ski, madame? Pourquoi me posez-vous cette question? Si la neige continue à tomber à ce régime, je ne pourrai certainement pas sortir ma voiture demain matin. Ah, je comprends. Eh bien, je suis une skieuse très moyenne. Et monsieur Caudrac? Il est beaucoup plus fort que moi. Nous descendrons donc au village tous les deux. Nous vous laisserons seuls le moins de temps possible. Il faudra tout de même compter 2 bonnes heures. Tant que ça? Mais le village est au pied de chez vous, d'après ce que dit mon mari. Bien sûr, seulement en passant par l'auberge, ça fait faire tout de même un assez long détour. Et ce n'est pas le tout de descendre, il faut encore remonter. Pourquoi ne prenez-vous pas le petit pont dont vous parliez tout à l'heure avec mon mari? Vous disiez vous-même que c'est plus court. Mais il n'existe plus. Il a été enlevé par la tempête l'année dernière. Il n'en reste plus qu'une poutre à moitié brisée, surmontée d'une congère qui ne supporterait pas le poids d'un homme. C'est même assez dangereux, car en venant d'ici, on ne s'aperçoit pas que le pont a été emporté. J'en ai parlé au maire pour qu'il fasse le nécessaire, mais vous savez ce que c'est, manque de crédit. Ah, oui. Il y a longtemps que vous êtes installé ici? Cette année? Un peu plus d'1 mois. Sans voir personne? À personne. Sauf les gens du pays quand je vais faire mes courses. Vous ne voulez pas aller vous coucher? Non. Pas tout de suite. Comme vous voudrez. Je suis bien ici. Oui. Vous me paraissez moins agité que tout à l'heure. Et pourtant... Vous savez, il ne faudrait pas que vous me laissiez repartir. Je ne saisis toujours pas très bien. Il ne faut pas que vous me laissiez dans ces griffes. Et tant que je serai sous votre toit, je ne courrai aucun danger. Il faut me garder. Et pourquoi?
Je ne veux pas mourir, comprenez-vous? Je ne veux pas. Enfin, vous ne craignez pas que votre mari vous entende? Oh non. Il dort sûrement alors dès qu'il a la tête sur l'oreiller, il s'endort toujours comme un plomb. Et du sommeil du juste? C'est ça, du juste. Sans aucun doute. Et que redoutez-vous? Qu'il me tue. Comment? Qu'il vous tue? Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, je n'y comprends moi-même plus grand-chose. Mais enfin, madame... Appelez-moi Evelyne. Vous avez l'air d'un être bon. Ça se lit dans votre regard. Vous ne voulez toujours pas aller vous coucher? Non. Je suis bien ici. Henri. Pourriez-vous remettre une bûche sur le feu? Oui, oui, tout de suite. Le feu. C'est au-dedans que j'ai froid. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la mienne. Elle n'est vraiment pas très romantique. Mais quel danger pensez-vous réellement courir? Je vous l'ai dit, le seul que l'on redoute de toute sa peau, de tous ses nerfs. Mon mari veut me tuer, Henri, et il y parviendra un jour ou l'autre. Mais vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites. Quand nous sommes arrivés ici tout à l'heure, c'est moi qui me suis jeté sur la porte et j'ai tapé de toutes mes forces pour que vous veniez m'ouvrir, vite. Il était derrière moi, comprenez-vous? Cette tempête de neige a failli être providentielle pour lui. Nous étions isolés de tout, en pleine nuit. Personne ne pouvait nous entendre. Alors il a essayé de m'étouffer, en m'emprisonnant la bouche dans ses grosses mains. Il m'aurait ensuite enfoui sous la neige et tout le monde aurait cru à un accident. J'ai réussi à lui échapper, à m'enfuir. J'ai couru dans tous les sens, tant que j'ai pu. J'en pouvais plus, Henri. Je voulais pas qu'il me rattrape. Malgré le vent, je l'entendais qui s'essoufflait derrière moi, qui m'appelait en m'injuriant. C'est insensé. Insensé, oui. Oh, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand j'ai vu votre lumière, j'ai eu envie de crier tout d'un coup. Et puis j'ai pensé que ma voix ne porterait pas bien loin. Je voulais pas gaspiller mes forces. J'avais un avantage dans cette poursuite et ce qui m'a sauvée, sans doute. Je m'enfonçais moins que lui dans la neige parce que j'étais plus légère. Vous n'avez pas remarqué sa tête quand vous avez parlé de ça tout à l'heure? Il aurait quand même fini par me rejoindre s'il avait fallu courir encore. Je n'en pouvais plus. Il est arrivé à la porte de votre chalet à peine 2 secondes après moi. Mais pourquoi? Hein, pourquoi? Pourquoi? L'argent, tout bêtement. L'argent. L'amour aussi, peut-être. L'amour? Oui. Une femme. Il en aime une autre. Enfin, ça ne justifie pas... Pour un être normal, non, en effet. Mais... pour lui... Quittez-le. Je voudrais bien, mais... lui ne me lâchera jamais. Mais c'est pourtant lui Il qui... m'a épousée pour ma fortune. Uniquement pour ma fortune. Il ne la laissera pas échapper. Et racontez à tout le monde ce qui se passe. Dites qu'il a cherché à se débarrasser de vous. Qui me croira? Mais vous avez bien une famille, des amis. Des amis? Il les a tous écartés de moi, les uns après les autres, suivant un plan bien établi. Mais je ne sais pas, moi, n'importe qui, des voisins, votre concierge, enfin quelqu'un qui puisse vous écouter. Personne ne m'écoutera, personne ne me croira. Il ne se montre jamais sous son véritable jour, vous savez. Devant tous, il est tendre avec moi, prévenant, amoureux. Oh, j'étais folle. Folle. Vous l'avez aimé? Je vous le dis, comme une folle. Il est arrivé dans ma vie comme un tourbillon, il a tout emporté. Il était beau, il parlait bien, il n'avait pas le sou. Il a conquis mon père et ma mère et 1 mois après, j'étais sa femme. Il n'y avait qu'une ombre au tableau, bien vite balayée par tout le monde. Michel était veuf quand il m'a épousée. Veuf? Oui, de sa première femme, un accident. Elle s'est noyée au cours d'une partie de pêche. J'aurais dû me méfier dès ce moment-là. Et vous croyez qu'il y a un rapport? Je n'ai pas pensé à tout cela. Tout d'abord, j'étais aveugle. Mais comment ça? Un jour, je me suis rendu compte que ma dot fondait à vue d'œil et je lui ai demandé des explications. Et alors? Alors il m'a ri au nez.
Il m'a dit qu'il m'avait épousée pour mon argent. Rien que pour mon argent. Et pourquoi n'en avez-vous pas informé votre père? Mon père est mort il y a 6 mois. Et il lui a laissé la gestion de plus de la moitié de sa fortune sur laquelle depuis je n'ai aucune possibilité de contrôle. C'est pourtant ma part d'héritage qui lui reviendra de plein droit si je viens à mourir. Dans une partie de pêche, par exemple. Et votre mère dans tout ça? Elle est restée aveugle sur le compte de mon mari. Mais enfin, ses intérêts... Elle a touché sa part, que gère pour elle un homme d'affaires. Elle n'a donc pas droit de regard sur ce qui m'est légalement revenu. Mais en effet, c'est inextricable. Portez plainte. Pour quel motif? Il n'y a aucune loi qui interdise à un homme de dépenser son argent comme il l'entend. Il ne me bat pas, il ne me maltraite pas. Il me dit seulement qu'il me tuera un jour pour épouser sa maîtresse. Mais ça porte un nom, ça. En Amérique, oui, je sais. Cruauté mentale. Mais pas ici. Mais enfin, que puis-je faire pour vous? Rien. Rien surtout. Tant que je serai sous votre toit, je ne risquerai rien. Seulement, il ne faut pas qu'il soupçonne que je vous ai fait ces confidences. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que la voiture reste bloquée le plus longtemps possible dans la neige. Et que la panne soit longue à réparer. Et après? Après, je ne sais pas. Après, nous verrons bien. Et pourtant, à le voir... À le voir? Oui, tout ce que vous me racontez là me paraît tellement loin de son personnage. Vous avez employé le mot propre. Son personnage. Il a joué son personnage avec vous, celui qu'il joue avec tout le monde. En fait, le seul que tout le monde connaisse. Et je crois bien être la seule aussi à qui il réserve le privilège de découvrir l'autre moitié. Non, je suis perdue, Henri. Et vous ne le comprendrez que trop tard. Mais cela a peut-être été de sa part un moment de folie. Il n'avait sans doute pas l'intention de mettre ses menaces à exécution. Il aura seulement voulu vous faire peur. Me faire peur? Pourquoi? Et vous l'aviez peut-être poussé à bout. En 5 années de mariage, j'ai appris à me taire à temps, vous savez. Mais il se peut qu'il cherche à vous forcer à accepter le divorce. C'est lui qui le refuse. Il perdrait tout en divorçant, et surtout la belle vie que mon argent lui permet de mener. Il perdrait sans doute aussi la femme qu'il aime en ce moment. Je ne crois pas qu'elle soit de taille à résister longtemps à la pauvreté. Vous avez parlé de folie tout à l'heure. Eh bien, c'est un des moyens qu'il a essayé avec moi. La folie? Oui. Il m'a fait passer pour folle, c'était habile. C'était surtout la meilleure façon pour que personne ne croie plus ce que je racontais. Et maintenant que je suis officiellement guérie, par quel miracle on se le demande, pour tout le monde, je suis encore celle qui est passée par là. On ne me parle plus de la même façon qu'avant. Il y a toujours quelque chose dans le ton, dans les propos qui fait penser à de la pitié, à de la crainte aussi. Celle de réveiller le mal. Ceux qui sortent blanchis d'un traitement psychiatrique, quel qu'il soit, demeurent pour leur entourage des éternels convalescents. Ils sont définitivement placés dans un monde qui n'appartient plus au monde. Henri, quelle chose insolite que ma vie. Mais vous n'avez pas essayé de vous défendre? Je n'ai jamais tombé dans un buisson de ronces. Mais la folie, c'est un buisson de ronces. Plus on se débat, plus on s'égratigne. C'est la passivité qui m'a permis de m'en sortir. Quand il m'a cru vaincu, il n'a plus eu de raison de m'enfoncer davantage. Il m'a laissé en paix. Du moment qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il ne demandait pas autre chose. L'aimez-vous toujours? Non. Oh non.
Je ne le hais même plus. J'ai peur de lui, c'est tout. Non pas comme d'une bête sauvage ou d'une brute, non, j'ai peur de lui comme j'aurais peur d'un serpent ou d'une maladie. Hier, pour la première fois, il s'est conduit en homme, quand il a essayé de me tuer à la loyale, face à face, en prenant ses responsabilités d'assassin. L'occasion était rêvée pour lui. Elle ne se représentera jamais plus. Déposez une plainte, croyez-moi. Non, pour tout le monde, j'ai été folle, je viens de vous l'expliquer. On croirait à une rechute, on mettrait ça sur le compte d'une manie de la persécution et je me retrouverais entre quatre murs. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il m'en laisse le temps. Son désir de hâter notre départ me donne à penser qu'il a trouvé une solution à son problème. Il n'est pas bête, vous savez. Et il ne manque pas d'imagination. Personne ne pourra me sortir de là. Pas même vous. Non. Tout compte fait, pas même vous. Fuyez, Evelyne. Je n'en ai même plus envie. Et puis, comment voulez-vous que je fuie le seul endroit au monde où je me sois sentie bien depuis 5 ans? Vous êtes là, vous me protégez. Laissez-moi au moins en profiter jusqu'à la dernière seconde. Evelyne. Henri. Fuyez. Embrassez-moi. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui, bien dormi, et vous? Oh, d'une traite, je me réveille. Vous n'avez pas aperçu ma femme? Ben, elle doit être en train de faire sa toilette, j'ai vu de la lumière dans la salle de bain. Je l'ai pas entendu se lever. Je l'ai même pas entendu se coucher, d'ailleurs. J'étais terrassé. Forcément, et fort. En ayant emporté votre femme dans la tempête comme vous l'avez fait. Oh, j'ai dormi comme un loir. Quel temps fait-il? Ouais, ça s'est dégagé, ça se dégage encore. La neige tombe toujours? Non. Ah, il faut que j'aille au col. Mais il vaut mieux que vous n'y comptiez pas pour ce matin, en tout cas, vous ne feriez rien de plus pour votre voiture. Et même vous n'arriveriez sûrement pas jusqu'à elle. Bah, il faut pourtant absolument que je parte aujourd'hui. C'est une nécessité. Vital? Non. Non, mais enfin, c'est une nécessité tout de même. Je louerai un taxi s'il le faut. Mais le chasse-neige a déjà dû se mettre en route. Il sera au col vers 1h de l'après-midi. Après le déjeuner, nous descendrons au village ensemble et nous irons voir le mécanicien. Bah, nous pouvons descendre tout de suite, non? Non, j'attends un coup de téléphone et je ne peux pas m'absenter d'ici. Bon, ben, je peux y aller seul. Vous êtes suffisamment dérangé comme ça, hein. Non, je vous demanderai simplement de me prêter une paire de planches. Mais le brouillard n'est pas encore levé complètement. Vous n'y verriez pas à 10 mètres. Oh, mais c'est très suffisant. Je connaissais bien la région. Je vous l'ai dit, hein. Et particulièrement ce coin-là. Non, il faut que je voie le garagiste. Je veux être certain que je pourrai repartir ce soir. Si c'est pas possible, ça me donnera le temps de prendre mes dispositions. Et c'est si urgent? Oui. Oui, très urgent. Oui. Les affaires, monsieur Mazin, les affaires, c'est souvent une question de minutes, hein. Les bonnes affaires. Ah, on se précipite beaucoup moins sur les mauvaises, j'en conviens. Mais le tout est de savoir faire la différence entre les unes et les autres. Et c'est pas toujours facile. Et savoir faire machine arrière quand on s'aperçoit qu'on a fait fausse route. Oui, mais alors là, c'est bien souvent impossible. Vous faites un dur métier, monsieur Caudrac. Hein, j'ai pas le talent d'écrire, j'aurais bien préféré exercer votre art. Plutôt que votre industrie. C'est cela même. Vous voulez des cafés? Je viens de le faire. Ah, mais volontiers, café, oui. Vous avez des toasts, du beurre, de la confiture sur le plateau derrière vous, là. Merci. Bonjour. Ah, bonjour, ma chérie. Bonjour, madame. C'est l'odeur de toutes ces bonnes choses qui vous a attiré, Evelyne? Peut-être. Je mets une tasse pour vous? Avec plaisir, oui. Ma chérie, j'ai l'intention d'aller au village ce matin. Pour y faire quoi? Pour demander au mécanicien de réparer la voiture le plus rapidement possible. Rien de presse. Mais il faut que nous soyons partis ce soir, oui. Non. Mais comment non? Nous avons le temps de repartir. Nous avons tout le temps. Et vous savez bien qu'il n'en est rien. Nous prendrons la route ce soir, avec ou sans notre voiture, tout simplement. Il est nécessaire que nous rentrions, c'est tout.
Comme vous voudrez. Mais c'est préférable. Convenez-en. C'est préférable pour tout le monde. Hein? Bon, où sont ces skis, monsieur Mazin? Là, dans le placard, sous l'escalier. Je vous les donne tout de suite. Ah, le temps s'est bien relevé ce matin, hein? Vous descendez seul? Oui, monsieur Mazin attend une communication téléphonique. Ah. Vous reviendrez à quelle heure? C'est sur l'onge. Je monterai peut-être directement au col avec le garagiste. Sinon, je serai de retour dans 1 heure. Mais vous êtes optimiste. Mais pourquoi? Vous pouvez compter le double. Ah, vous savez que nous ne prenons pas le même itinéraire. Je n'en vois qu'un. Ah oui, par l'auberge. Non, beaucoup trop long. Non, je passerai par le pont. Ça me fait gagner au moins 2 kilomètres. Vous pouvez pas passer par le pont. Ah, je me demande bien pourquoi. C'est impossible. Monsieur Mazin, mon mari connaît la région, il vous l'a dit. Et de plus, c'est un excellent skieur. Mais enfin, il est impossible de passer par le pont. Le pont Monsieur Mazin, vous êtes d'une prudence excessive. Mais enfin, madame, le pont... Quoi, le pont? Mais enfin, c'est un chemin extrêmement accidenté. C'est notre seule chance, monsieur Mazin. Notre seule chance de gagner 1 heure sur l'heure de départ. Après tout, puisque mon mari veut absolument s'en aller d'ici, il vaut beaucoup mieux que nous le laissions faire à son idée. Mais oui, bien sûr. Eh oui, toutes ces inquiétudes sont ridicules. Ah, d'ailleurs, regardez. Il n'y a presque plus de brouillard. Voulez-vous que je vous remonte quelque chose du village? Non. Comme vous voudrez. Alors, à tout à l'heure. Kodrak, Oui. faites très attention tout de même. Très attention. Monsieur, Bonjour, madame. Mon nom est Henri Mazin. que puis-je pour vous? Madame Bresson, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Madame Kodrak m'avait donné votre adresse. Ah, c'est ma fille, monsieur. Mais entrez donc. Merci, madame. Oui, c'est moi qui l'avais recueillie dans la montagne l'hiver dernier avec son mari. Ah, Elle vous a bien parlé de moi. non. Mais enfin, c'est chez moi qu'il se trouvait quand son mari a été accidenté. Elle ne m'a pas parlé de vous? Enfin, voyons, ce n'est pas possible. La crevasse dans laquelle s'est tué M. Kodrak est à moins de 500 mètres de chez moi. Ils s'étaient perdus dans la tempête. Je les avais hébergés. Ils avaient passé la nuit au chalet. Oh, Evelyne ne m'a rien dit de tout ça. Enfin, c'est impossible. Elle devait m'écrire et puis rien. Que s'est-il passé? Oh, bien des choses. Il peut se passer bien des choses en 4 mois, vous savez. Ainsi, vous avez connu mon gendre. Oh, bien peu. Une nuit seulement. À cause de la tempête. Et le lendemain matin, il a voulu descendre seul au village. Et puis... C'est un bien grand malheur qui l'a frappé, monsieur. Il ne pouvait rien lui arriver de pire que la mort de son mari. Oui, je comprends. Oh non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Le sort est bien injuste, monsieur. Alors vous êtes le dernier à l'avoir vu vivant, n'est-ce pas? Oui. Excusez-moi. Vous aimiez beaucoup votre gendre. Beaucoup. J'avais quelques raisons pour cela. C'était un homme d'une grande droiture, d'une grande bonté. Ma fille lui doit beaucoup de choses. Mais s'entendaient-ils bien tous les deux? Et vous me posez la question que j'attendais. Vous avez sans doute remarqué quelque chose. Ah non, absolument pas. Simple curiosité de ma part. Ils ne s'entendaient pas bien, non. Et qui pourrait s'entendre avec ma fille, d'ailleurs? C'est un être instable. Et Michel était le seul à pouvoir supporter cette instabilité. Il était comme un guide pour elle.
Et un jeune arbre cherche toujours à s'écarter de son tuteur. Et c'était le cas pour Evelyne. Elle a fait les pires sottises et chaque fois, il a pardonné. Pardonné? Oui. Elle est assez inconstante. Elle se jetait à la tête du premier venu sans aucun discernement. Elle a eu beaucoup de chance d'avoir en face d'elle un homme exceptionnel. Il a supporté tout ça, non par lâcheté, mais par amour pour elle. Un autre l'aurait chassé. Mais il n'avait peut-être pas intérêt à le faire. Ah, je vois. Je vois qu'Evelyne a trouvé le moyen de vous raconter sa petite histoire. C'est pas la première fois. Mais, monsieur Mazin, Evelyne, avant de connaître Michel, était une jeune fille pauvre. Mais comment ça, pauvre? Pauvre, tout simplement. Michel lui a apporté non seulement l'équilibre, mais aussi le confort, la richesse. Et il nous a donné à mon mari et à moi une existence plus que décente. Oh non. Non, c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Oh, il s'est conduit avec nous comme un fils. Mieux qu'un fils. Il adorait Evelyne et il voulait que tout le monde soit heureux autour d'elle. Et qu'avez-vous? Non, rien. Continuez, je vous en prie. Racontez-moi. Il n'y a plus grand-chose à raconter. Au bout du compte, je crois qu'il aurait mieux valu. Nous n'en serions pas là. Et que s'est-il passé? Il y a 1 an, elle a fait la connaissance d'un des secrétaires de son mari. Et ils sont tombés très amoureux l'un de l'autre. Et pour Evelyne, il ne s'est pas agi d'une simple passade, comme ça avait été le cas jusqu'alors. Elle a voulu tout quitter, partir avec lui. Partir? Oui. Et Michel aurait accepté de la laisser faire si ça avait été pour son bonheur. Mais pas avec cet homme-là. Il s'est bien vite rendu compte que le garçon n'en voulait qu'à l'argent et il a essayé de le démontrer à Evelyne. Elle n'a rien voulu savoir. Elle a fait des scènes épouvantables. Finalement, Michel a envoyé son secrétaire en mission en Amérique du Sud. Et Evelyne a eu une dépression nerveuse. Une dépression nerveuse? Oui. Il l'a fait soigner avec une patience. Elle est d'ailleurs toujours en traitement. Et elle avait l'obligation, quand elle était à la montagne, de revenir à Paris à une date précise. Le jour, justement, où s'est produit l'accident. Et Michel n'avait accepté de l'emmener dans les Alpes qu'à cette condition-là. Mais il ne m'a rien dit qui puisse laisser supposer que... Il était très discret pour tout ce qui touchait à sa femme. Ah, monsieur Mazin, notre malheur est bien grand. Mon mari vous le dira aussi bien que moi. Votre mari? Oui. Il ne va d'ailleurs pas tarder à rentrer. Le père d'Evelyne? Mais oui. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Je vous croyais veuve. Oh, Dieu m'en préserve. Il m'est un grand soutien, vous savez. Un grand réconfort. Encore que la mort de son gendre lui ait fait beaucoup de mal. Mais enfin, Madame Caudrac... Ah, elle ne s'appelle plus ainsi. Elle s'est remariée la semaine dernière. Remariée? Oui. D'ailleurs, si vous voulez bien prendre la peine de vous asseoir, elle doit venir chercher certaines de ses affaires. Elle ne va pas tarder. Non, 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 j'ai beaucoup de choses à faire à Paris. Je ne suis venu que pour 24 heures et... Le temps passe si vite. Excusez-moi, au revoir, madame. Et je lui ferai part de votre visite. Si vous voulez, oui, mais Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Non, vraiment, Vraiment, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Dans la série Mystère, Pierre Billard a choisi pour vous Le Raccourci, film radiophonique de Jean Gastaut.
avec Martine Sarcey, Jean-Marie Fertet, André Tincy et Henri Poirier. Prise de son, François Solaire. Collaboration technique, Michel Mirou. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.